accueillir le docteur David Gourion, qui est psychiatre, docteur en neurosciences. Il est auteur conférencier, ancien chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne. Il exerce et intervient régulièrement dans les médias sur les enjeux de santé mentale. Il est membre du bureau du congrès de l'encéphale. Il milite pour une psychiatrie plus humaine, accessible et ancrée dans les savoirs contemporains. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence traduits dans plusieurs langues. Le thème de l'intervention du docteur David Gourion, histoire des troubles bipolaires dans le temps, dans l'espace et dans les cultures. Bienvenue, docteur. Merci, Monsieur le Président, Madame Candice Zarka, pour votre invitation, toute l'association Argus 2001, vous faites un travail fantastique. Je suis très honoré d'être là, c'est impressionnant dans ces lieux absolument prestigieux. Je suis censé vous parler un peu d'histoire des troubles bipolaires. C'est toujours un peu ennuyeux, les introductions historiques, on se noie. Alors, je vais essayer, en plus j'ai que 7 minutes, donc je vais aller, ça va être une histoire extrêmement brève, une fusée de l'histoire de la bipolarité. On dit souvent que la psychiatrie n'avance pas assez vite, n'avance pas, c'est trop long, les traitements, ça n'avance pas, la recherche n'avance pas assez vite, les problématiques, on n'a plus de psychotropes, etc., etc. Alors, pendant que mes collègues qui sont ici présents, éminents, vont vous parler de l'avenir de la santé mentale, des neurosciences, de la génétique moléculaire, de la psychiatrie de précision, eh bien, moi, je vais vous faire voyager un peu dans le passé et je vous propose 3 brefs voyages. Premier voyage, il y a 25 ans. 25 ans, Paris, hôpital Sainte-Anne, je suis interne en psychiatrie et je rencontre quelqu'un que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est le docteur Christian Gay, que je trouve absolument bluffant d'intelligence. Ce qui m'étonnait, parce que j'avais vu d'autres collègues, je m'étais dit psychiatre intelligent, c'est peut-être un oxymore. Enfin, je me le posais un peu. C'est horrible. J'ai pas dit ça. Ceux qui disent que j'ai dit ça, je nierai. Et il est l'un des rares à l'époque à s'intéresser de près à ce qu'on appelait encore la psychose maniaco-dépressive. On sympathise ensemble. Il me demande de l'épauler au centre expert qu'il avait fondé pour les troubles bipolaires, pour l'évaluation, au SHU Sainte-Anne. Et c'était à l'époque tout à fait nouveau. Il est d'ailleurs l'un des très rares psychiatres, à ma connaissance à l'époque, à prescrire l'argamanu du lithium. Les autres collègues qualifiant volontiers cette thérapeutique de désuète et de dangereuse. Et la quasi-totalité des patients de l'époque étaient traités, entre guillemets, par la dépakine, dont on connaît, qui reste un régulateur de l'humeur, mais dont on connaît aussi malheureusement les effets tératogènes dévastateurs, et puis aussi beaucoup avec de l'aldol, un neuroleptique qui provoquait parfois d'épouvantables crises de rigidité neurologique, bref, des effets secondaires qui faisaient parfois plus peur que les symptômes de la maladie eux-mêmes et qui stigmatisaient les patients beaucoup, les enfermaient dans la maladie, tout autant que le terme de psychose maniaco-dépressive qui était répété à l'envi. Puis alors quand vous les proposez un traitement pour les dépressions saisonnières, pour les patients qui chutaient un peu à l'automne ou à l'hiver, on les faisait venir à 7 h du matin, à Sainte-Anne, 3 fois par semaine, et allons-y, c'est facile, pour faire la luminothérapie sur de grandes tables, une sorte de rituel punitif pour patients coupables d'hiberner en quelque sorte. Aujourd'hui, on a un peu progressé dans ce domaine quand même. On utilise mieux les médicaments, on connaît mieux les rythmes circadiens, on connaît mieux l'importance du sommeil. On ne parle plus de psychose, mais de troubles bipolaires avec ses formes, ses sous-formes, ses nuances. On manque peut-être de nouveaux traitements, on aimerait vraiment, on attend et on a envie de fouetter les jeunes chercheurs qui vont présenter ensuite pour leur dire « vas-y, trouve-nous quelque chose rapidement ». Mais on connaît mieux les médicaments, on les utilise avec plus de discernement, plus de finesse et surtout on les prescrit dans le cadre de stratégies thérapeutiques beaucoup plus élaborées, je pense, qu'autrefois, en tout cas, je l'espère. Surtout, peut-être, on essaie de construire des projets thérapeutiques beaucoup plus globaux, beaucoup plus holistiques et on écoute peut-être, j'espère aussi, davantage les patients, davantage leur expérience et surtout, on les croit. Alors, deuxième voyage, je vais vite, pardon, excusez-moi, mais 7 minutes, c'est chaud quand même. 17e siècle, l'époque classique, ou plutôt l'époque de l'exclusion. Alors, pour ceux qui ont lu Michel Foucault, il a très bien montré, à l'époque classique, les fous ne sont pas soignés, ils sont enfermés, relégués, reclus. Les anciennes léproseries, puisque la lèpre s'est éteinte à ce moment-là, il y en avait énormément, devenues inutiles après la disparition du fléau, sont réaffectés pour y enfermer les insensés, entre guillemets. Pas pour les guérir, pour les faire taire. À Bicêtre, à la Salpêtrière, on les enchaîne, littéralement parfois nus, sans soins, sans hygiène, avec les épileptiques, avec les syphilitiques, les mendiants, les prostituées, parfois même les opposants politiques.
Les femmes souffrant de troubles bipolaires, en phase maniaque, rieuses, désinhibées, exaltées, sont qualifiées de lubriques ou de folles hystériques. Sont mises en cage. Les hommes, eux, sont qualifiés de violents, dangereux, irrécupérables. Un progrès majeur, évidemment, à noter, Philippe Pinel, début du 19e, qui décide d'enlever les chaînes aux aliénés. Et ce geste symbolique inaugure l'observation clinique. On commence à regarder les patients et à les nommer. Et puis c'est là que Jean-Pierre Falleret, j'arrête après sur les grands aliénistes, décrit pour la première fois ce qu'il appelle la folie circulaire, le haut, le bas, le haut, le bas, et puis ça tourne sans arrêt. L'alternance de phases dépressives et maniaques, séparées par des périodes de rémission d'intervalle libre. C'est le premier pas vers ce que nous appellerons bien plus tard le trouble bipolaire. Troisième et dernier voyage, si vous voulez bien me suivre encore quelques minutes, avant les agapes de ce soir, la maladie, au Moyen-Âge, la maladie bipolaire comme malédiction. À l'époque médiévale, la frontière entre le divin, la folie et le démoniaque est extrêmement mince. Les moins aujourd'hui, mais elle était particulièrement. Alors moi, je vous propose d'imaginer une ado de 13 ans dans un petit village de Lorraine. On est au XVe siècle, elle se met soudain à parler trop vite, à parler trop. Elle rit, elle communique, elle dit qu'elle communique avec Dieu, elle dort plus la nuit, elle chante, elle rit sans raison. Son état s'aggrave, elle est de plus en plus exaltée, elle est intarissable sur le sujet de la guerre. Ça lui prend la tête, elle parle beaucoup de la guerre, d'armée, de bataille, de destin, puis même elle dit « j'ai une mission divine ». Son état s'aggrave, elle se met à entendre des voix. Elle dit que ce sont Saint Michel, Sainte Marguerite, Sainte Catherine qui lui parlent dans sa tête. Et l'histoire se termine extrêmement mal, puisque la petite Jeanne d'Arc, eh bien, elle est capturée, jugée à Rouen, et en 1431, à l'âge de 19 ans, elle est condamnée pour sorcellerie et hérésie. Alors Jeanne d'Arc, c'était pas un cas isolé, hein. Je ne sais pas si elle était bipolaire, mais en tout cas ça y ressemble. Elle n'était pas que ça aussi. Des dizaines, des centaines de femmes exaltées, désinhibées, parfois délirantes, furent accusées de pactiser avec le diable, au Moyen-Âge évidemment. Le diagnostic à l'époque est évident, sorcière. Et le traitement radical, le bûcher. Rien qu'en France, on estime qu'entre le XIVe et le XVIIIe siècle, il y a eu à peu près 60 000 femmes qui ont été condamnées au bûcher pour sorcellerie. 60 000, c'est beaucoup. Alors certaines avaient peut-être ce que nous appellerions aujourd'hui des troubles bipolaires, avec des épisodes psychotiques, à une époque où une crise de délire mystique vous valait évidemment le bûcher et pas l'IRM cérébral, la prise en charge bienveillante chez Argos 2001, pourquoi pas un passage en centre expert fondamental, etc., etc. À l'époque, une femme qui parle trop fort, qui rit trop fort, qui rêve trop haut, ne souffre pas d'un problème de santé, elle commet un crime religieux et politique contre l'ordre du monde. Enfin, et c'est ma conclusion, pour conclure, je vous ai un peu menti, je vous ai dit 3 voyages, on va en faire un 4e, dernier très rapide. Il va encore plus loin. Je vous propose de venir avec moi à l'époque du néolithique. La bipolarité, alors, n'est pas une maladie, elle n'a pas de nom. La question, c'est, a-t-elle une fonction? On parle beaucoup de comment ça fonctionne, la bipolarité. La recherche s'intéresse au comment ça fonctionne. Il y a une autre question, et c'est les gens qui font cette discipline que je trouve assez amusante, qui s'appelle la psychologie évolutionniste. Ils s'intéressent au pourquoi. Pourquoi il y a eu des gènes de la bipolarité, peut-être, qui favorisaient, d'un point de vue darwinien, l'évolution, la survie dans des environnements un petit peu hostiles de l'époque, puisqu'on vivait dans la forêt. Il faut imaginer, il y a quelques dizaines de milliers d'années. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent ces chercheurs qui font la psychologie évolutionniste? C'est que dans un monde rythmé par les saisons, peut-être qu'il y avait un avantage adaptatif au printemps et en été à ce que des individus soient plus actifs, plus confiants, plus socialement dominants, qu'ils prennent des risques, qu'ils explorent et conquièrent des territoires inexplorés, qu'ils aillent chasser un peu ailleurs, qu'ils osent des choses, que peut-être aussi ils séduisent peut-être plus que les autres. Et puis qu'à l'inverse, à l'automne ou à l'hiver, quand il faisait froid, que les prédateurs, la famine venaient, eh bien, ils soient dans une phase de retrait un peu mélancolique, qu'ils aillent se planquer au fond de la grotte en étant plutôt très prudents, voire pessimistes, en disant il n'y aura plus de nourriture, il faut faire attention, il faut tout garder, on est un peu foutu, il ne faut pas se battre contre les cannibales d'à côté, ils ne sont pas sympas, on va perdre, et que probablement, peut-être en tout cas, ce retrait dépressif dans ces périodes-là pouvait augmenter les chances de survie. Je me suis demandé aussi si peut-être que l'expression artistique, et qui sait si les premières peintures rupestres n'étaient pas l'œuvre de personnes mélancoliques ou maniaques de l'époque du Pléistocène,
Puis je pense aussi à la transmission auprès des plus jeunes, peut-être qu'ils restaient aussi un peu plus proches d'eux. En tout cas, les variations d'humeur n'étaient peut-être pas uniquement pathologiques, mais peut-être aussi adaptatives, en tout cas peut-être, hypothèse évidemment intéressante, peut-être permettait-elle au groupe de survivre en fonction des saisons ou mieux d'évoluer. Conclusion, vous le voyez, la psychiatrie a changé beaucoup. Je vous ai ramené dans différents temps, y compris il y a 25 ans. Franchement, ça a radicalement changé. La société aussi, elle est de plus en plus complexe. Peut-être avons-nous encore du mal à reconnaître que la bipolarité n'est pas seulement un trouble, c'est aussi une intensité, une manière d'être au monde. Elle pose une question redoutable, jusqu'à quel point l'excès d'émotions, de sensibilité, de pensée, de vie doit-il être contenu ou accompagné. Alors non, la psychiatrie n'avance pas toujours en ligne droite, mais elle avance, et elle avance vite, et suffisamment vite, espérons-le, pour qu'on ne confonde plus jamais un éclat de l'âme avec une sorcellerie. Je vous remercie. Bien a dit, maladie, les différents hors-normes bipolaires, autistes, schizophrènes, les plus grands artistes, chanteurs, ministres, présidents, psychanalystes, hommes, femmes, stylistes, les 27, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Mike Brandt, Kurt Cobain. On dit qu'il y a 20% de neuroatypiques et 80% d'atypiques. Pour moi, on est du même moule, mais le destin en a voulu autrement. La science avance certes, mais ces pathologies ont toujours existé et seront toujours là, mais avec des effets moindres, car l'humanité comprendra enfin cette richesse des différents, cette hypersensibilité, cette fragilité, ce courage. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud n'avaient pas d'autre choix que de survivre grâce à l'opium. Cette musique que j'ai découverte s'appelle Van Gogh. Savez-vous pourquoi ? Bipolaire ou maniaco-dépressif. Un très bel artiste a chanté sur les femmes, Madame, en slam. Moi, je souhaitais chanter cette chanson sur les personnes pas comme les autres. De nombreux films ces dernières années retracent les vies des personnes atypiques, hors normes, comme son nom l'indique. Un petit truc en plus, le livre des solutions, Les Intranquilles, la vie d'Yves Saint-Laurent. Churchill, le saviez-vous ? Abraham Lincoln, qui ont vécu des drames, avaient une maladie mentale et se sont battus pour devenir de grands hommes. La psychiatrie est le parent pauvre de la médecine et surtout, nous pourrions éviter les prisons, les frustrations et faire de ces personnes qui ont un don du ciel des acteurs qui feraient évoluer le monde. Arrêtons avec la honte d'être un proche, patient. Je suis peut-être utopiste, mais il suffit juste d'écouter, c'est tout, ne pas juger. On ne sait jamais ce que demain est fait. Nous avons tellement à apprendre de ces gens extraordinaires. La plus belle richesse est la tolérance des deux côtés. Je ne veux pas de peine, de pathétisme ou de condescendance envers ces hommes et femmes extraordinaires. Ils méritent mieux, juste de meilleurs soins, de la bienveillance, de la bientraitance. Ces deux mondes ne peuvent qu'en faire un. Tellement de belles choses les rallient, comme la musique, la peinture, les chansons, des causes comme celle-là. I Have a Dream 2025.